ça, nous, 25 octobre, on choisit par le club dédié en tant que demain de la Guinée pour recevoir M. Marceau, M. Alpha Marceau, un Guinéen vivant au Canada, qui était venu nous présenter son livre intitulé Développement durable de l'Afrique, l'approche en développement des communautés. Il a plaidé pour de ne pas percevoir cette approche comme étant une approche péjorative. Tout développement commence d'abord par la base. Donc ça doit être une forme. Ne pas. Je vous laisse du lieu dans le conseil de la mairie du 20e arrondissement de Paris. Quant à moi, je vous revois très prochainement avec certainement un autre invité vraiment, invité par le club DLG Entendre demain la Guinée. En tout cas, merci d'avoir été de nôtre, merci de continuer à pratiquer sur TV de la diaspora et de la diversité, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue Sama. Ici dans la salle qui est le voulait la nouvelle présidente Mamadi Bango. Je lui souhaite bien sûr le même succès que son prédécesseur et M. Malik Kadra qui est ici. Il a accompagné une brillante, un brillant bilan ici. On peut l'applaudir aussi. Boubacar Fofana, qui est aussi président de DLG. Le général M. Macanera. Voilà, et on voit que finalement DLG est dans sa tradition, c'est-à-dire une tradition de progrès et les mœurs, les modalités de fonctionnement. Une femme qui a succédé, qui est donnée là à la communauté guinéenne. Donc vraiment, je souhaite à Mamadi tout le succès dans son mandat et dans sa gouvernance. Bien sûr, aidé de tous les gens qui sont autour de nous. Il y a Blaise Chérif aussi qui est membre de DLG. J'ai le même honneur que lui d'être membre d'honneur de DLG, donc de DLG pendant sa gouvernance. Je remercie aussi la de Nabil vice-président qui. Donc voilà. Donc je vais pas être plus long et je vais remercier donc la présence de notre invité Monsieur Alfaso qui a donc fait ce livre, écrit ce livre sur le développement de l'Afrique. Et il vient de loin, il vient du Canada, donc une terre que je connais parce que et donc un pays qui l'a souffert un peu avec des attentats qui nous sommes de tout cœur avec le gouvernement canadien et je laisse la parole donc au mot pour présenter donc. Bon, nous allons simplement passer au vif du sujet. Mais avant, je vais pour la rencontre cet après-midi. Merci. Merci à tous et à tous venus à cette rencontre. Nous sommes évidemment notre invité qui nous vient de très loin, M. Alfaso. Et avant tout, moi, je souhaiterais d'abord remercier tout le club DLG, les membres, de m'avoir élu à la présidence de ce club. Cependant, je voudrais rendre hommage évidemment à mes prédécesseurs, tous ceux qui sont passés,
M. Babi Souma, M. Fofana, M. Malik Kadra Djabi, qui est le président qui vient de sortir, qui m'a cédé son siège, pour tout le travail qu'il a pu faire. Et je remercie aussi, en hommage en tout cas, aux fondateurs de ce club, qui ont un jour eu cette lumière, cette étoile qui brillait en se disant ben, on va faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est de fonder un club de réflexion qui a un espace de parole, d'échange pour tous les Guinéens et au-delà aussi de la Guinée, parce que c'est vrai que le club, en tout cas, a vocation aussi à s'ouvrir vers l'extérieur, vers l'international, et donc à se délocaliser aussi, à partir un peu à la rencontre aussi des Guinéens. En tout cas, voilà, moi, bon, je ne vais pas trop prendre la parole. On va tout de suite passer la parole, en tout cas, à notre invité qui pourra s'exprimer sur le sujet qui le concerne, c'est-à-dire sur l'apparition de son ouvrage, et qui, je pense, pour nous, ça va beaucoup nous intéresser, en tout cas, le sujet qu'il traite. Donc, je vais passer la parole à M. Fofana, qui est notre modérateur du jour. Merci. Ben, nous allons. Mais avant, primaire et secondaire dans cette ville-là. Ses études universitaires, maintenant, il a un MBA à l'université de Moncton au Canada, un certificat en développement communautaire, Université Sainte-Anne de Halifax, au Canada toujours. Il a un European Master in Multimedia and Audiovisual Business Administration. Il a un d'ingénieur en télécommunications à l'Académie de télécommunications d'Odessa en Ukraine. Pour ce qui est des emplois, il a été responsable du développement communautaire, conseil des écoles francescoises Regina au Canada, une commission scolaire. Il est directeur général de Soprodif Conakry Guinée. Il a été usine de fabrique de craie, import-export. Il a été directeur général Radio Taïga Yellowknife au Canada, une radio communautaire. Directeur du service à la clientèle Bell Canada, une compagnie de télécommunications. Directeur des opérations Ultramar Canada, une compagnie pétrolière. Il est analyste de dossiers de crédit Texaco Atlanta USA, une compagnie pétrolière. Il fait du bénévolat, membre fondateur du projet Afrique Horizon 2017, membre du conseil d'administration de la coopérative des publications francescoises, il faudra qu'il nous explique ce que c'est, Regina Canada, membre du bureau exécutif du réseau santé en français de la Saskatchewan, toujours dans la région de Regina au Canada. Il est vice-président du conseil d'administration en partage, Québec, Guinée. Voilà brièvement présenté le CV de notre invité de ce jour. Sur ce, on va sans plus tarder lui passer la parole. Je vous remercie. Alors, juste pour présenter les membres du club présents comme il est traditionnel, hein. Donc il y a Fanta qui est dans la salle. Les autres ont été présentés par Monsieur le maire, le membre d'honneur. Donc je remercie particulièrement tous ceux qui ont fait le déplacement et plus spécialement nos membres d'honneur qui nous soutiennent dans toutes nos activités. Donc je laisse la parole à notre invité. Alors, bonsoir. Hein. Merci à tout le monde, merci à vous tous de m'avoir invité ici et de me donner l'occasion de parler de mon livre. Je suis très content d'être ici sous l'air de Mamasta. Et puis voilà, je suis le premier invité. Je pense que c'est une très bonne chose et que on aura de plus en plus de femmes qui vont prendre de plus en plus de bonnes places jusqu'au pays profond là-bas. Donc, il y a ça. Et puis, pour moi, être ici aujourd'hui, c'est très, très important parce que ça m'a permis aussi de revoir mon grand frère qui est ici, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Il est au Niger, Laminso. Donc, il y a mes neveux aussi que j'ai vus, que
J'ai vu aussi des frères que je ne connaissais pas. Tout ça, c'est grâce au livre. Donc, voici Cheikh, mon ami d'enfance. Lui aussi, il y a longtemps, je ne l'avais pas vu. Et il y a d'autres amis ici qui sont venus parce qu'ils ne m'avaient jamais vu. Je ne les avais jamais vus. On s'est connus sur Internet. Il y a Ami, entre autres, et Aïssatou. Tous ces gens-là, on s'est connus, je pense qu'on a continué une relation parce qu'on avait l'envie de le faire. Donc on a pris une attitude positive. Et puis certainement, c'est parce qu'on avait des choses en commun, ou bien des défis, ou en tout cas des plaisirs à partager. Vous voyez, et ça, c'est le développement communautaire. On a des choses en commun et on essaie de les faire avancer, on s'organise pour que ça avance, quoi que ce soit. Donc ça marche. Et pour revenir un peu au livre maintenant, pourquoi je l'ai écrit? C'est d'abord parce que j'avais tout simplement envie de m'amuser. Et pour trouver le contenu, ça n'a pas été toujours facile, mais j'ai pris le temps de faire un petit exercice parce que, bon, j'ai eu la chance de voyager dans différents pays, rencontrer des personnes intéressantes qui appartiennent à des communautés. Puis j'ai dit, bon, à part le plaisir que cela me procure, y a-t-il autre chose? Et là, je me suis mis à noter tout ce que ces gens qui appartiennent à des sociétés ont le plus en commun, c'est les défis. Ils ont eu des défis, ils en ont et ils en auront, quoi qu'on fasse. Et en poussant un peu la réflexion, j'ai fait une petite comparaison des communautés que je connais. Bon, si par exemple pour l'Africain, c'est de manger, le francophone du Canada, surtout en Saskatchewan, c'est comme avoir des services en français. Parce qu'il faut savoir que c'est un pays bilingue où chaque citoyen a le droit d'avoir les services dans la langue qu'il choisit, mais dans la pratique, c'est pas ça. Vous pouvez être francophone et puis ne pas être servi en français dans un hôpital ou trouver une école. Et c'est aussi douloureux que d'avoir la faim. Parce que tout de même, toutes ces choses-là sont des affaires qui sont garanties en plus par les constitutions. Et si vous prenez les peuples autochtones, par exemple du Canada, ce sont des communautés dans lesquelles il y a beaucoup d'insécurité, il y a un sous-financement du gouvernement, même si c'est des gouvernements américains et canadiens. Donc voyez-vous, on a tous des problèmes, mais partout où on est, et on les aura toujours. Mais la différence principale, c'est quoi? D'après mon constat, ceux qui sont mieux organisés, qui se prennent en charge, qui se planifient et qui persévèrent, arrivent à des résultats beaucoup plus durables et beaucoup plus tangibles. Donc moi je me suis dit que, parce que depuis quand même les années 2000, je travaille dans le cadre du développement socio-culturel et économique des francophones canadiens. J'ai acquis beaucoup d'expérience, je me suis dit peut-être que mon livre pouvait un peu porter sur ça. C'est-à-dire que j'allais me baser sur mon expérience pour parler de certaines affaires qui peuvent aider d'autres communautés à faire avancer leur lutte, leur cause. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à ce livre. Ce n'est pas une invention que j'ai faite. Je voulais tout simplement faire un livre qui est facile à lire et accessible. Donc quelque chose de concret aussi qui puisse par exemple aider, disons, un jeune qui n'a étudié que jusqu'en 12e année, qui veut s'impliquer dans sa communauté. S'il prend ce livre, il doit être en mesure de comprendre c'est quoi le développement communautaire et s'impliquer, et puis qu'il ait le goût de le lire et de le terminer. Ça, c'était mon très grand défi. Il ne fallait pas qu'il soit grand ou difficile à lire. Donc ça a pris beaucoup de temps pour vraiment se mettre à éliminer pour arriver à ce format-là qui, je pense, est acceptable. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, moi, mon intention pour l'avenir, c'est que des communautés prennent possession de cet ouvrage, qu'elles s'en servent pour régler leurs problèmes. Et qu'elles changent d'attitude, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles se prennent en charge et surtout qu'on n'attende pas des gouvernements.
temps. Moi qui viens du Canada, on est très riche, les gouvernements sont très riches, mais même là-bas, le gouvernement ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne fait pas, malgré que entraîner des pays où il y a volonté. Donc, voyez-vous, les sociétés, elles peuvent le faire. Pour faire le livre au niveau du contenu, il faut savoir que même si vous prenez le Canada francophone, vous n'avez pas aussi des manuels en développement communautaire qui expliquent simplement ces concepts. C'est pour ça que la première partie du livre, j'explique le concept du développement communautaire, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une communauté se développe, et je donne des pistes de solutions où est-ce que ces communautés peuvent aller chercher ces ressources qui sont de 4 ordres, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources naturelles. Donc, grosso modo, c'est ça le livre. Ce n'est pas un modèle que je qualifierais de meilleur ou quelque chose. Je donne tout simplement une piste, une possibilité aux communautés qui veulent se prendre en charge pour voir comment on fait ailleurs et comment on applique ces concepts-là pour ne pas continuer à faire la même manière ce qu'ils ont toujours fait. Voilà, donc c'est ça. Merci. Si vous avez des questions, je peux répondre. Merci d'abord à l'orateur. L'avantage ou le désavantage, c'est selon, c'est que nous n'avons pas eu le temps de parcourir le livre pour pouvoir poser des questions pertinentes. Je dis à l'auditoire que le livre est disponible. Hein. C'est celui-là, Développement durable de l'Afrique, l'approche par le développement communautaire. Vous en avez à disposition dans l'entrée. Il coûte 10 €. Ce sera la contribution des uns et des autres pour faire avancer la cause. Alfaso est quelqu'un que je vois pour la première fois, mais pourtant nous nous connaissons depuis 4 ans, par la magie du net. Nous sommes devenus amis, nous avons collaboré, et c'est quelqu'un qui est franchement très, comment dirais-je, qui est en faveur de la promotion du genre. Parce que je me rappelle que j'ai travaillé avec lui, toujours par le net. Hein. Nous étions 4 personnes, l'une au Canada, l'autre en France, une troisième en Belgique, 3 personnes. Et il a eu l'idée, il y a 3 ans, de lancer une page Facebook qui s'adressait principalement aux femmes et qui disait ceci: si je me lançais en politique. Il est parti du constat que chacun de nous peut faire, c'est que les femmes sont sous-représentées dans les organismes rencontrés en masse à la base, mais dans des fonctions de mamaya, comme on dirait chez nous en Guinée, pour faire la fête. Et il y a eu pour comprendre les problèmes des femmes, faire en sorte qu'elles puissent évoluer. Depuis cette idée-là, une page Facebook et c'est en politique. C'est pour vous dire que son allusion tout à l'heure à la promotion du genre, en parlant de DLG avec une femme qui devient notre présidente, elle n'est pas feinte, cette allusion. C'est quelqu'un qui est vraiment convaincu. Donc nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à la salle. Si vous avez des questions, n'oubliez pas surtout le livre. Hein. Merci beaucoup, M. Sow, et bienvenue à Paris. Merci. Je vous félicite largement parce que c'est une contribution universelle. Je pense que vous êtes parti d'un constat propre pour mettre sur les feuilles d'un livre la possibilité de puiser une certaine énergie et puis une expérience pour coaliser tous ensemble pour créer quelque chose. C'est pas souvent courant, je vous félicite. J'espère que vous allez continuer. La première
voulais vous demander, est-ce que ce livre vous a de relativité, puisque ça peut être, vous savez, on le dit largement, mais le bas et on est arrivé avec en compte exactement les sociétés qui sont en Afrique se sont implantées comprennent aujourd'hui qu'il y a une prédisposition à analyser la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, pour valoriser ce qui est propre aux communautés. Donc je pense que votre livre rejoint ça. Alors si vous n'avez pas un réseau fourni ici pour vous aider à distribuer ce livre, je me propose de vous aider à ce niveau-là. Et pour en finir, deuxième chose, moi-même je suis président fondateur de Sidiga Africa Network à Paris. C'est un organisme que j'ai mis en place quand j'ai quitté l'école pour fédérer les énergies, pour trouver des entreprises qui peuvent investir en Afrique avec une problématique différente de la chose, c'est-à-dire en signant la charte pour l'Afrique qui les permet d'inclure dans leur développement en Afrique des étudiants africains qui sont diplômés, qui sont à la ramassie ici, parce que vous savez, nous avons des ingénieurs ici, des qualifiés, qui ont fini leurs études, mais qui n'arrivent pas à travailler. Alors si on pensait à inclure ces gens-là dans les problématiques de ces entreprises-là, on peut peut-être résoudre le problème. Donc, j'ai au niveau du Canada, pour essayer de faire des choses. Alors, je voulais analyser bien. Aujourd'hui, vous avez fait une approche avec les autorités du pays, que finalement on peut. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce qu'on a pris un rebond pour vous apporter de la bonne parole dans notre pays pour nous aider? Parce que nous avons. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, je commencerai par le. Oui. Donc, merci beaucoup. Par rapport à la question, on va s'en reparler pour la distribution et par rapport aussi à votre projet que vous mettez de l'avant. Par rapport au troisième, d'abord au niveau de l'utilisation des ressources humaines. C'est l'une des questions que j'aborde dans ce livre parce que moi j'avais constaté qu'à chaque fois qu'on parle en Afrique, on parle beaucoup plus souvent des ressources du sous-sol, des ressources matérielles et jamais des ressources humaines. Et comme je disais tantôt là, pour qu'une communauté se développe ou pour qu'un pays se développe, ça prend avant tout les ressources humaines. Et qu'est-ce que je donne comme piste de solution dans ça? C'est à deux niveaux. C'est de recourir à l'expertise de la diaspora. Je pense que ça, c'est pas nouveau, on le dit. Mais surtout, il faut développer le bénévolat au niveau des ressources humaines locales. Parce que, en tant qu'Africain, on est très solidaire. On s'implique, on peut venir aider quelqu'un. Ça peut être ponctuel. On l'aide, on s'arrête, on aide un autre. Ça ne fait pas du développement. Il faut s'engager pour du long terme. 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut parler d'avancée, on peut parler de résultats, mais il faut que les gens soient formés pour bien faire ce travail. Par exemple, nous au Canada, le bénévolat est très bien encouragé. L'expérience en bénévolat est reconnue par toutes les entreprises. Je pense que c'est une manière aussi de récupérer ces jeunes qui sont dans le chômage dans nos communautés. Bon, par rapport aux administrations, bon, je dirais comme ça aux administrations africaines, je n'ai pas fait tellement de démarches, mais il y a un Québécois, Jean Guiroy, qui avait pris des livres, il compte distribuer à quelques chefs d'État africains à Dakar. Mais sinon, pour le cas spécifique de la Guinée, je pense remettre ici à un monsieur pour qu'il remette ça à Alpha Condé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a, je pense qu'il y a le représentant de M. Kassori. M. Kassori est intéressé au livre. Je pense que est là et c'est avec plaisir que je leur mettrai aussi une copie
Donc, ouais. Merci. Permettez-moi d'abord de la présidente. J'ai été, mais je vous ai les vidéos que en ligne et vraiment féliciter le président sortant également pour tout ce qui a été fait. Je voudrais le temps de mettre à pied le réflexion. Je crois que c'est très utile. Je voulais poser une question. Le concept de communauté dont vous parlez, est-ce qu'il ne faudrait pas le préciser davantage? La communauté telle qu'on la conçoit au Canada ou en France peut ne pas être nécessairement le concept qu'on en a en Afrique. Et comment ce concept de communauté peut s'appliquer à la Guinée d'aujourd'hui, avec tous les problèmes que vous savez. Deuxièmement, vous parlez de développement en Afrique. Est-ce qu'on n'aurait pas dû développement en Afrique avec S, compte tenu de l'inégalité de développement qu'il y a en Afrique? Le Maghreb, on a des pays émergents, ou en tout cas en voie d'émergence, et d'autres pays qui sont beaucoup plus en arrière, comme le nôtre. Est-ce qu'il ne faudrait pas préciser? Voilà les deux questions que je voulais poser. En vous remerciant et en vous félicitant encore. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter que M. Blaise est à Washington. Il est membre d'honneur de DLG depuis sa création. Il était en retrait par rapport aux obligations de réserve. Et maintenant, il revient en force. Merci d'être là. M. Makanera voulait poser aussi une question. Merci, je suis là. C'est pour moi de me retrouver en face des spécialistes tous les jours. Malheureusement, on n'aura pas de répit. Je m'en excuse d'avance. Alors, je voulais simplement la réponse à cette question. Qu'est-ce que le développement communautaire? Ça peut paraître banal, mais pour un profane comme moi, c'est autre chose. Merci. D'accord. Donc, je vais commencer par répondre à la dernière question sur le développement communautaire. C'est un processus au cours duquel des personnes qui appartiennent dans une région géographique identifient leurs problèmes, pensent comment les résoudre, trouvent les moyens de le faire et s'appliquent à le faire. Et une communauté est d'autant plus développée qu'elle peut résoudre ses propres problèmes. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez compris ou pas. Satisfait? Ok. Et dans ce livre-là, je parle beaucoup plus de développement communautaire durable. Pourquoi? Parce que il ne faut pas non plus qu'une communauté essaye de se développer aux dépens des futures générations. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Est-ce qu'on fait les choses simplement pour que nous on soit bien, sans penser à nos enfants ou à nos petits-enfants, ou bien on va en tenir compte dans toutes les actions que l'on mène? Dans ce cas, on agit à trois niveaux: le niveau économique, le niveau social et le niveau environnemental. Ce sont ces trois-là, on les met ensemble, on peut se développer durablement, sinon on crée d'autres problèmes encore. Maintenant, si je reviens au niveau du mot communauté, vous avez raison que c'est pas facile, il y a beaucoup de définitions scientifiques, mais comme je vous disais, moi j'ai voulu faire un livre qui est simple et facile à comprendre. Le terme communauté ici désigne un ensemble de personnes qui habitent, ça peut être un village, une ville ou un pays. Et
s'ils ont envie de faire quelque chose pour faire avancer les affaires, ils le font. Donc si je prends par exemple la ville de Koya, c'est une communauté. Certains ressortissants de Koya sont à Koya, d'autres à Paris, d'autres sont à Washington, mais ils sont de Koya. S'ils veulent faire quelque chose pour Koya, voici un outil qui peut les aider. C'est ça la communauté. Donc pour le cas spécifique de la Guinée, ça peut être les habitants, les ressortissants de Timbi, ça peut être les gens de Pita, ça peut être toute la Guinée. Ça peut être Cancan, et ainsi de suite. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui. Oui, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, vous avez raison. C'est des développements, mais le développement, c'est aussi un processus qui continue. C'est comme la santé, on ne s'arrête pas un jour pour dire que je suis en bonne santé, je ne fais rien pour améliorer la santé. Et le développement, il est là, tous les pays du monde le cherchent, parce qu'on ne l'atteint pas et puis c'est fini, on s'arrête là. Que ce soit les États-Unis, la France, donc ça dépend à quel niveau on est. C'est sûr que si on compare deux niveaux, il y en a qui sont plus développés que d'autres, mais par rapport au développement, on est tous en bas. Parce qu'il n'a pas de limite. C'est jusqu'où on est en mesure de faire des études, de faire des réflexions et de savoir ce qu'on veut faire. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai parlé de développement. Et puis il y a une autre, quand je parle des communautés africaines, je dis carrément que je vois plus l'Afrique noire. Voilà. Moi je vois plus l'Afrique noire et pour moi, ce ne sont que des petits niveaux, mais dans tous nos pays, il reste à faire. On dit que ça va à Accra, à Dakar, mais sortez un peu du downtown là, c'est pareil. Ouais. Donc c'est ça, merci. Oui, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Laminso. Bonsoir tout le monde. Peut-être que pour moi, ce n'est pas une question à proprement parler, c'est un petit commentaire. Je voudrais d'abord remercier tout le monde ici au nom de la famille. Moi, je suis le grand frère de Alpha et par hasard, je me suis retrouvé ici. Je suis responsable du programme de l'UNICEF au Niger et j'avais accompagné une délégation du Niger ici pour travailler sur une question de réforme de l'enseignement de base avec le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres. Et par bonheur, je me suis retrouvé ici et j'ai pu participer donc à cette cérémonie. Je vais d'abord tout particulièrement remercier le club Demain la Guinée et de savoir que, comme tout le monde l'a dit, que c'est une femme, une vaillante femme qui est aujourd'hui à la tête de cette organisation. J'ai eu à connaître cette organisation à travers l'Internet et franchement, vous faites des choses extraordinaires pour le développement de façon générale et pour le développement de notre pays en particulier. Et je suis d'autant plus content qu'aujourd'hui, on se retrouve autour d'un thème qui concerne le développement, parce que ce livre, en fait, il parle du développement endogène. Moi, je suis dans ce secteur, et aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que le développement soit plus proche des bénéficiaires, qu'il soit inclusif, que tous les éléments, tous les segments de la société fassent partie du paradigme de développement. Et donc, c'est un sujet d'actualité et je suis content que ce livre donc, porte sur cette thématique. Alors, le plus important pour nous aujourd'hui, peut-être, c'est de voir, parmi tout ce qui a été dit ici, et je crois que le doyen l'a dit avant moi, mais d'une autre manière, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut tirer, quelle est la quintessence qu'on peut tirer de tout ça, et de voir comment on peut le transposer chez nous pour contribuer un peu à l'édification de la nation guinéenne, de l'État guinéen, du pays qui en a tant besoin. Et aussi finalement, je crois que cette occasion m'a permis aussi de retrouver.
Je vois M. Sissoko, je vois M. Kanté et beaucoup d'autres personnes, et surtout de noms de personnes que je ne connaissais pas, M. Nabi Ibrahim Souma, je l'ai vu sur l'internet, des photos, et c'est vraiment une bonne occasion et je remercie tout le monde donc au nom de la famille et j'espère que ça va continuer. En tout cas, ça nous réconforte à plus d'un titre. Je vous remercie. Donc, je suis Sissoko Mohamed. Je travaille également dans le secteur humanitaire. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de connaître votre frère, M. Laminso, que j'ai vu ici également par hasard, parce que j'étais au Niger en tant que coordinateur pays pour Handicap International. Et lui, en travaillant pour l'UNICEF, ça a facilité nos relations en tant que Guinéen, parce que à ce que l'UNICEF finance nos projets de développement en matière d'éducation inclusive. Ce n'est que partie remise. Pour revenir au sujet du jour, je vous remercie, je me joins aux autres pour vous féliciter pour votre travail. Je sais que ce n'est pas facile de coucher par les graphiques la pensée. Et je ne suis pas étonné, dans le souci de donner un volume acceptable au livre, que vous ayez de passage de gomme pour revenir à... Mais je pense que un volume qui fait l'écrit, c'est surtout le contenu. Et je suis d'avance convaincu que ce sera quelqu'un qui apportera un plus, peut-être à nous également, praticiens. Pour revenir sur un sujet ou deux, on a parlé d'Afrique avec espoir, et je me joins à vous, je pense qu'il y a l'Afrique, mais il y a également les... Mais, quelle que soit l'Afrique, les Africains, on dit que les pauvres sont les mêmes dénominateurs communs et la mise. Vous n'avez pas parlé développement endogène, mais plutôt vous avez donné des grains qui veuillent que les s'auto-prennent en charge, qu'elles soient elles-mêmes force de réflexion, de proposition et d'action, qu'il y ait une appropriation par elles-mêmes de leurs problématiques. Nous, en tant que praticiens dans l'humanitaire, nous sommes confrontés à ce problème. Dans mes recherches doctorales, j'ai travaillé sur l'enjeu d'appropriation par les populations des projets de développement. Et après, quand je suis parti sur le terrain en tant que projet humanitaire, j'ai vu également qu'au-delà du processus décisionnel, il y a les facteurs socio-culturels qui freinent, qui entravent les processus de développement dans la mise en œuvre des projets dont nous étions responsables. Donc, c'est important effectivement que les communautés soient au centre de ces projets, qu'elles réfléchissent, qu'elles identifient elles-mêmes leurs problèmes. On ne va pas monopoliser la parole sur les projets de développement dont on est passionné, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et pour aller vers l'intervention, la première intervention, vous avez parlé du bénévolat. Je pense que votre livre nous permet d'avoir des angles d'analyse complémentaires. Et moi, de ce que j'ai vu sur le terrain en Afrique, il y a des bénévoles, mais le problème, c'est la professionnalisation du bénévolat. Un étudiant diplômé d'emploi qui vient créer une association pour prendre en charge une problématique. Il est bénévole, ça veut dire qu'il n'a pas de salaire. Il sort le matin, il rentre, il doit s'occuper de sa famille ou de lui-même. Il doit trouver l'argent pour payer si moins de transport, faire ce niveau-là. Au bout de 2 mois, il arrête ou alors il détourne la subvention qui est destinée au projet. Parce que l'association créée, un mois pour lui trouver de l'emploi et pour lui permettre de vivre. Alors, si ce bénévolat, malgré toute la bonne volonté, n'est pas professionnalisé de nature à permettre aux personnes qui l'assument de s'assumer, ça va entraver les différentes volontés. Et les bénévoles qu'on a assez souvent, c'est des retraités qui ont des moyens pour faire face à leur quotidien. Ou alors, c'est des bureaux exécutifs qui bénéficient d'argent pour financer des postes de permanents dans des associations. En Afrique, on va demander aux gens d'être bénévoles. Et un autre problème, les bénévoles qui sont là, toutes les associations qui viennent dans la communauté cherchent les leaders d'opinion, donc les dynamiques sociales qui existent. Et comme c'est toujours les mêmes personnes qui sont efficaces, 2, 3, 4, 5 structures internationales s'adressent à ces mêmes personnes. Finalement, de temps partiel à temps partiel, on demande le temps plein à cette personne d'être bénévole à temps plein alors qu'il y a d'autres difficultés. Donc, quelle que soit sa volonté, il ne peut pas se partager et satisfaire toutes ces différentes demandes.
Donc, je vais rendre le micro. C'est un praticien du terrain qui vous reporte ses problèmes de terrain. Je vais me limiter là. La réflexion continuera. Je serai heureux d'avoir votre adresse également sur le mail pour me joindre peut-être au débat. Je remercie au passage l'élection de madame. On est tous féministes. On défend le genre. Et puis, le club demain la Guinée, mon frère Babi Souma qui ne m'a pas reconnu avec mes lunettes aujourd'hui. Voilà. Voilà. J'ai eu le ventre administratif maintenant. Je vous remercie infiniment et grand succès au livre. Ok, merci beaucoup, frère. Merci. Monsieur Sow, vous avez peut-être quelque chose à ajouter aux deux commentaires? De frères, je pense que ce n'est pas des questions. Et ce que le frère vient d'évoquer maintenant concernant tout le bénévolat, toutes ces problématiques, ça existe, il a raison, d'où la nécessité de revenir à la méthode de développement communautaire et de bien le faire. Parce que là, elle est accessible de la même manière qu'on l'a fait. Se met, par exemple, si on se mettait ensemble à développer quelque chose pour nos communautés, je pense que ces questions dont vous évoquez là vont ressurgir à un certain moment et c'est à la communauté de trouver la solution, en tout cas une solution qui aiderait à diminuer les impacts d'une telle problématique, même si on ne peut pas les éliminer au prime abord. Mais c'est vrai, c'est ça. Ouais, merci. Ok, je remercie de votre brillant exposé. Je me nomme M. Camara, résident ici en France. Sans passer, vous le savez très bien, c'est un cas spécifique que votre livre fait. Mais quand on fait référence de notre pays, qui est la Guinée, c'est devenu un problème de tabou. Mais moi, je veux qu'on en parle, si c'est possible, ou pour faire cas. Parler du problème communautaire actuellement chez nous, ça peut être un drame. Ça qu'on peut essayer d'interpréter autrement. Mais comment vous analysez, vu de cela, vos exposés que vous venez de faire, comment ce cas peut être référé comme d'exemple pour développer la communauté guinéenne? Qu'en pensez-vous? Vu la situation actuelle, ce qui se passe chez nous. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas spécialiste du cas guinéen, mais je suis guinéen comme vous. Moi, dans tout ça, ce que je peux vous dire, nos communautés ont existé, elles existent et elles existeront. Quoi qu'on va essayer de faire. Elles sont là pour rester. Et dans toute chose, dans tout processus de développement, quand les gens ont fait des affaires, c'est que d'abord, ils ont changé les attitudes. Si on veut faire de ce qu'on a une richesse pour aller de l'avant, on change les attitudes. Je pense qu'il y a des réalités qu'on a en Guinée, ce n'est que par notre attitude. C'est quelquefois, ce n'est pas des réalités, c'est... Bon, moi, je ne veux pas trop aller dans ça, mais si on veut que ça bouge au niveau guinéen, il faut d'abord qu'on change l'attitude comme tous les autres. Si c'est aller un peu à Dakar ou bien à Nairobi ou ici, c'est parce que premièrement les gens ont changé leur attitude. Ils ont cru en eux et ils se sont impliqués. Pour y arriver, ils s'organisent et ils s'organisent. Mais je ne pense pas qu'on a un problème que d'autres n'ont pas eu. Les défis, il y en a eu, il y en aura. Ce n'est qu'un problème d'homme, moi je pense. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. Mais ce qui reste clair, moi j'ai fait un livre, que vous soyez une communauté de Koya, de Kankan, de Zérékoré ou de Labé, vous prenez le livre, vous êtes outillé pour faire ce que vous voulez. Et je pense que si chacun fait un peu sa part, en bout de ligne, c'est la somme de tout ça qui fait la synergie. Donc, c'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, diplômé de l'environnement et de développement durable.
je prépare actuellement un concours d'avocat à la Sorbonne. C'est par le biais des réseaux sociaux, j'ai vu la publication du livre de M. Sow. Et surtout, le titre m'interpelle la plus d'un, c'est le développement durable. Eh bien, d'abord, je remercie M. Sow pour la volonté. Mon intention aujourd'hui, c'est finir ce concours et rentrer en Guinée. Je veux juste poser une question par rapport au concept du développement durable. C'est un concept qui m'a pris chez nous en Afrique. Moi, je travaille sur la coopération décentralisée en faveur du développement durable à l'Université de Nantes. Mais après moult rencontres avec des élus locaux, le développement durable est considéré comme un risque. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous parler de développement durable ou protection de l'environnement, on n'est même pas développé. Donc, je voulais savoir si vous avez, dans votre livre, inclus toutes ces problématiques. Vous savez, une coopération n'a de sens que si elle s'inscrit dans une logique de durabilité. Ici, vous avez touché les aspects croissance économique, protection de l'environnement et progrès social. Et dû au jour, parce que nous constatons avec les projets en Afrique, ces projets, comme a dit le frère, il y a toujours des financements successifs, mais il y a durable. On ne dit pas que ça ne sert à rien, mais il faut qu'il y ait des améliorations. Donc là, j'avais parlé de présidents africains qui vont lire tout cela. Donc si vraiment ce concept-là aussi est compris, le développement durable, et c'est très important. Je vous félicite. Bon, pour le moment, moi, mon souci, c'est de finir ça et rentrer en Guinée. Et on demande aussi des conseils parce que nous, on vient de finir les études, on n'a pas d'expérience sur le terrain, que le diplôme. Mais en tout cas, on est là aussi en tant qu'étudiant. Je connais plusieurs étudiants qui veulent rentrer aujourd'hui en Guinée, mais c'est aussi des partenaires comme vous pour des conseils et des encouragements. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Vous faites un doctorat en développement durable, moi je ne l'ai pas. Moi, mon travail, c'est mobiliser les communautés et aller de l'avant. C'est ça mon travail. Une communauté a un problème, on fait appel, on s'assoit, on brasse les affaires et puis on déploie le plan. Ok? Et tout ce qu'on a fait jusque maintenant, qui tient compte de ces trois paramètres-là, c'est toujours de meilleurs résultats. Maintenant, par rapport à l'Afrique, il n'y a même pas un développement. Mais si on n'a même pas démarré, incluons ces paramètres pour mieux aller. Parce que si on est maintenant, on va devoir faire face à d'autres défis. Donc, mais les inclure dès le départ nous fait gagner du temps et de l'argent. Moi, je pense. Pour parler de développement, prenez Conakry. Ok? On a vraiment ces problèmes-là. Il y a un problème environnemental, il y a un problème social, il y a un problème économique. Alors, pourquoi ne pas inclure en lien avec un développement de Conakry? Si ce n'est pas maintenant, on va y faire face demain ou après. Voir un compte pour voir un développement. C'est tout ce que j'ai voulu dire dans le livre. Voilà. Il y avait d'autres questions. Donc je reviens un peu à la question qui était liée à la communauté. Donc quand on a parlé de l'approche communautaire ici, il était surtout question de, si je peux ramener ça sous l'angle du développement local. Donc dans la communauté, on a des acteurs, on a des actions, on a des problématiques. C'était plus. Et du temps que nous avons fait là ultérieurement, parce que comme au regard politique en Guinée, on peut parler de développement communautaire. Donc, la question, c'est montrer aux gens que les problèmes ne connaissent pas de clivage. Lorsque dans un quartier, il y a coupure d'eau, d'électricité, où il manque d'école, c'est une attitude partie. Donc, l'approche à ce niveau, appeler les différents acteurs, selon toutes les composantes démographiques, hommes, femmes, vieux, et
quelles que soient les qualifications, pour s'attaquer aux problèmes, non pas aux appartenances, au-delà du problème. Les gens apprennent à se parler, à se dire, à se trouver. Et le problème qui devient un problème pour la communauté à l'approche territoriale. Donc, nous permet de résoudre le problème au-delà des considérations. De se retrouver, de se rassembler, de discuter que de ce problème. Et derrière, ça permet d'atténuer entre des gens parce qu'ils auraient appris à s'approcher les uns des autres. Donc, et le problème interne et antérieur se développe en une dynamique de développement social et économique. Et pour rebondir maintenant à l'approche du développement durable, les projets centrent influence. Donc, attaquer le domaine et laisser. Il faut faire l'approche intégrée parce que, par ailleurs, tous les domaines interagissent. Donc, quand on veut mettre la route, il faut tenir compte de l'électricité, il faut tenir compte de la police, il faut tenir compte de la santé, et ainsi de suite. Donc, c'est une approche intégrée qu'il faut faire pour ces projets. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu en partie à la question communautaire également. Merci. Ouais. Merci pour les explications. Merci, frère. Souma, merci. Je suis le jeune frère du doyen Papi. Voilà, alors la question que je pose, parce que à ce que je sache, M. Sow, dans son intervention tout à l'heure, a visité un certain nombre de modèles de développement communautaire et c'est à l'issue de cela que le livre a été imaginé et mis à la disposition de l'opinion, je voulais dire. Alors, dans le concept guinéen, ma question s'adresse à tout le monde, y compris les spécialistes de développement communautaire, parce que la Guinée, de façon spécifique, j'aime le dire souvent, c'est un pays aux réalités exceptionnellement exceptionnelles. Il faut tenir compte d'une chose, le développement communautaire aujourd'hui en Guinée répond aux exigences des 4 régions naturelles. Et il est important de reconnaître que chaque région de la Guinée est dotée d'un certain nombre de richesses qui peuvent apporter un certain nombre de développements durables au pays. Alors, je veux savoir, dans vos recherches, est-ce que vous avez tenu compte, au-delà des modèles de développement que vous avez visités, puisque vous êtes guinéen, est-ce que vous avez fait un travail qui puisse adapter, en fait, le développement au contexte guinéen? Parce qu'aujourd'hui, les communautés en Guinée, quand on parle d'unité nationale, je suis contre cela, parce que les Guinéens ne sont pas divisés. Il n'y a pas de velléité de sécession entre les communautés en Guinée, mais parce que personne n'ignore aujourd'hui que les Guinéens, entre eux, ils se marient, entre eux, ils s'enterrent, entre eux, ils participent au baptême, mais toujours on continue à parler d'unité nationale. Il y a un problème. Et je crois que votre livre doit répondre en partie ou peut-être majoritairement au cas guinéen, en tenant compte que vous êtes guinéen, vous avez eu la chance de visiter beaucoup de modèles de développement communautaire et il faut faire une réflexion pour que le développement communautaire en Guinée soit une réalité. Parce que quand vous êtes dans une communauté, quand vous appartenez à une communauté et que vous faites en sorte que votre communauté se développe, ça ne signifie pas que vous êtes contre les autres communautés. Alors, nombreux sont les Guinéens qui interprètent mal cette notion de développement communautaire. C'est pour ça, ce que j'apprécie, c'est que le livre que vous venez de faire permet aux Guinéens à la base de lire et comprendre dans un français facile, mais je n'ai pas tout parcouru. Je veux savoir si vous avez tenu compte du fait que, puisque les régions, en fait, chaque région en Guinée est une communauté, est-ce que chaque communauté guinéenne doit prendre conscience des richesses de sa région pour ne pas que cela soit, que les communautés soient des ennemis, mais que nos défis ne soient pas des défis, mais des opportunités de développement durable pour le pays? Alors, cette question me semble très importante. Et compte
de nos réalités vivantes, parce que la Guinée, comme je dis, n'est pas comme le Mali, n'est pas comme la France. Ce que mon frère Sissoko a donné est applicable dans le contexte de la communauté guinéenne de France, mais la communauté spécifique à la région. Et il faut mettre en œuvre des stratégies spécifiques à cette région de manière à ce que les opportunités de développement pour une région donnée n'affectent pas négativement une autre région. Voilà ce que je voulais ajouter. Ouais. Je vous remercie. Merci. Si vous regardez le titre, il parle de développement durable de l'Afrique. Il ne parle pas de développement durable. Et l'Afrique est plus riche et plus diversifiée que la Guinée. L'approche de développement, c'est une manière de faire. On utilise un exemple. En Saskatchewan, là où je travaille, la communauté a fait face à une assimilation, à une disparition de la langue complètement. On a utilisé le développement communautaire pour inverser ça. Si vous prenez les bandes comme la bande indienne de Lac-la-Ronge, qui est sous-financée par le gouvernement, donc ils n'avaient pas certains projets sociaux, ils ont passé par le développement communautaire pour régler le problème. Autre chose, prenez Barack Obama tout récemment, pour gagner les 2 élections, il n'a pas fait 2 choses, il n'a utilisé que l'approche du développement communautaire. Vous comprenez? Au Canada, tous les partis récemment, on essaie d'utiliser la même approche pour arriver à quelque chose. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui concerne l'être humain. Il est là, il est accessible, on le prend, on l'utilise. Maintenant qu'on soit au Canada, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Guinée, il est applicable pourvu que l'on veuille changer et atteindre un certain objectif. Mais il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Reconnaître qu'on a un problème, avoir confiance en nous et chercher les voies et moyens pour régler ce problème-là. Le cas de la Guinée, ça, moi je ne pense pas un si grave problème. Si une communauté, je dis encore de Koya, fait face à une problématique, parce que chaque communauté, en Guinée là, on a un problème de développement au niveau national, mais ce n'est pas toujours les mêmes problèmes que nous avons dans les communautés. Plus vous irez à l'intérieur, plus vous trouverez des problèmes spécifiques. Et ces communautés-là, pour régler leurs problèmes spécifiques, ils peuvent passer par ça. En réglant les problèmes spécifiques, on arrive à régler le problème global. Mais ça, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un problème, c'est tout simplement pour mieux vivre. Voilà. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous le prenez, vous l'appliquez. Et puis en Guinée, là, moi je ne pense pas que l'on ait à interdire à quelqu'un de faire quelque chose pour régler ses problèmes. Hein? Tout le monde a eu ce droit de le faire et la responsabilité. Donc, c'est si simplement on veut le faire, on s'assoit, on le fait. Je vais vous raconter un exemple. J'étais à Londres tout récemment, avant de venir ici parler de ce livre. J'ai rencontré par exemple la communauté de Timbi Madina. Et ils m'ont invité parce que justement c'est ce qu'ils veulent appliquer. Ce qu'ils sont en train de faire, ils se sont regroupés, ils ont mis de l'argent, ils vont aller acheter maintenant des actions en bourse, dont les bénéfices vont financer les projets de développement dans leur village. Moi, je ne viens pas de Timbi, mais je ne pense pas que c'est une mauvaise chose en soi. Donc, si chacun faisait quelque chose, parce que eux, ils se disent, mais nous, c'est de l'argent qu'on a besoin. Mais peut-être d'autres, c'est autre chose. Et donc, c'est à chaque communauté de s'asseoir, d'identifier son problème et d'utiliser cette méthode pour arriver à bout. Du club DLG qui a pris la réunion en route, Fodé Abastouré, club DLG. Aussi, vous rappelez, le livre est à l'entrée, il coûte 10 €.
Ce sera une contribution pour chacun d'entre nous de ce sens. Alors moi, ce que j'ai retenu... S'il te plaît, à la question mon deuxième livre, il va apparaître au mois de février. Lui, vraiment, c'est le cas spécifique de la Guinée. Après, ça me laissera le temps de vraiment d'analyser le cas guinéen en profondeur avec des spécialistes comme le frère. Ça va être vraiment juste pour la Guinée. Mais là, c'est vraiment toute l'Afrique. Voilà, j'avais oublié ça. Ouais, merci. Oui, alors, ce livre a été édité chez les éditeurs. Je vous dis aussi, dans le titre même du livre, il aurait pu dire développement de l'Afrique, l'approche par le développement communautaire. Mais il a introduit la durabilité dans le développement à ceci de particulier que nous ne sacrifions pas tout pour la génération présente. Nous nous développons, mais nous prenons en compte le fait qu'il y a d'autres qui vont venir après nous, et donc il faut qu'on pense à eux. Donc, du développement du particulier que c'est un développement qui devrait être un peu plus sain que ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand je prends le cas de la Guinée, par exemple, c'est le tout minier. Et vous verrez avec les nuages tiers qu'il y a dans les régions d'extraction, on prend l'aspect durabilité du développement dans les projets. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, quand M. Sow parle de communauté, il vient d'un État-continent, le Canada. Quand il parle de communauté à l'échelle du Canada, c'est des millions de personnes. Vous avez les communautés indiennes d'origine, des communautés et d'autres communautés. Donc, ramener, je pense que nous devons voir ce livre comme une recette qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle communauté. Il suffit d'une pédagogie pour prendre en compte le développement avec tous les aspects, toutes les contraintes que cela implique. Oui, grand frère. Bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Oui, bon ben, je voulais poser. Monsieur, ancien metteur en page, en retraite, et aussi ancien. Oui, d'accord. Metteur en page. Aussi, agent de sécurité incendie à la mairie de Créteil. Donc là, je félicite d'abord la de Madame Mamadi Bangoura, qui a été la première à être élue comme femme. Ouais. J'aurais à parler de la position, mais d'abord aussi savoir, apprendre et, comme vous le dites, se développer. Le développement, comme vous en parlez ici. J'aurais voulu savoir quel exemple de développement durable pouvez-vous nous donner dans un premier temps. Aussi, quel exemple pourrons-nous trouver dans votre livre qui pourrait nous servir? C'est développer
le développement durable. C'est très large. Et notre pays est en difficulté en ne parlant pas de l'Afrique, mais notre pays déjà. Oui. Merci, merci. Ok. Ouais. Une question. Je vais répondre. Il y a des millions de projets actuellement qu'on qualifie de durables qui tiennent compte de cette composante. Parce que un projet, il termine, ça demande de l'évaluateur, ça demande de vous allez rectifier. De comprendre, c'est moi, si je crois en ça, dans ce que je fais, d'abord dans ma manière de vivre moi-même. Au Canada, on fait tout ça, pour ça on parle de simplicité volontaire au niveau de la manière de même qui produit le plus d'eau, mais on essaye de gagner de moins en moins l'eau. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de durable. Les gens le font, mais comme je vous dis là, il faut vraiment que des gens évaluent tout ça en bout de ligne pour qu'on dise que c'est effectivement quelque chose de concret. Mais moi, je suis certain, je suis convaincu que en intégrant cette dimension, on règle mieux nos problèmes, surtout que c'est des défis qui sont là. La preuve est que je vous ai pris un exemple. Conakry, là, on a vu récemment les problèmes avec les ordures, tout ce qu'on a. On n'a même pas besoin de le dire. Si on veut parler de développement réel, durable de Conakry, on va inclure ce volet, parce qu'il est là pour rester. Voilà. Est-ce que ça répond un peu ou... Ouais. Ok. Voilà. Je vais essayer de répondre à la question du doyen. Okay. Il y a un exemple de développement durable réussi en Guinée. Okay. C'est la culture de l'EVA à travers la société Sogipa. Cela a contribué efficacement à réduire l'exode. Oui. Cette expérience s'applique en Moyenne-Guinée à travers la culture de la pomme de terre, en Haute-Guinée à travers la culture du coton, en Basse-Guinée à travers la culture des fruits et légumes. Ça permet à chaque région d'abord de créer l'emploi dans la zone et l'exode rural. Donc la culture de l'EVA est un exemple de développement communautaire réussi en Guinée. Pour appuyer ce que vous dites, enfin, moi je donne par exemple l'exemple de Timbi comme projet de coopérative qui a réussi. Ok, là je suis d'accord avec vous que la question sociale et la question économique est réglée. Mais quant à la question environnementale, moi je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas fait une évaluation, je n'ai pas vu une étude en parlant. Mais par contre, c'est un projet. Et je pense et j'espère qu'ils tiennent compte aussi de la troisième dimension, qui est le problème. Ouais. Depuis, elle voulait. Ouais.
c'était moi. Bonjour. Oui. Alors, je voudrais juste en fait poser deux questions. Je suis Madame Fantastique. Oui. Voilà, juste du membre Club de Guinée. Ouais. Quitter la Guinée. Excusez-moi. En 2012. Bon, aller en vacances, vraiment vivre là-bas. Non, j'ai vécu. Non, c'est pas... Laissez-moi finir. J'ai vécu en Guinée de 2007 à 2009. Et puis après, je suis reparti deux ou trois fois depuis en Guinée. J'ai posé un peu. Vous répondez, je ne sais pas comment il s'appelle le monsieur, que pas trop de problèmes en Guinée. Exigeant avec les gens, avec les mots. Voilà. Mais c'est bien que je relativise, c'est mieux que si je dis qu'il y a un problème, que c'est plus que au moins. D'accord. En fait, deuxième question, je voudrais savoir le livre là, que vous avez fait sortir. Est-ce que c'est pas peut-être bien de parler d'abord de la Guinée et problématique de la Guinée au lieu de parler problématique africaine, quoi. Si, moi, je pense avis, que non. quoi. Moi, je pense que non. Et qui font de l'effort sur la Guinée et que les Guinéens n'en prennent pas pour ça, j'aurais perdu mon temps. Mais je conseille à les Africains pour priver les autres aussi. Moi, j'ai fait quelque chose sur l'Afrique et on ne peut pas parler des Africaines. Tout est interrelié. Regardez, quand ça va bien au Mali, ça va bien au Sénégal, ça va bien en Guinée, parce qu'il y en a qui en profitent. Prenez les femmes entrepreneurs. Par exemple, au Mali, il y a des qui vont au Sénégal, qui vont en Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre les pays comme des modules séparés. Tout est en bout de ligne. Moi, j'ai fait un livre sur l'Afrique. Chaque pays africain, chaque communauté africaine peut prendre ça et l'utiliser. Et comme je vous dis maintenant, dans un deuxième cas, je vais en Guinée le 29. Je vais aller en profondeur sur le cas guinéen. Mais moi, je pensais là, il fallait parler du général au particulier, pas de particulier au général. Merci, monsieur. Vous savez que les TIC, les technologies de l'information et de la communication, sont maîtrisées à nos jours par des jeunes qui excellent dans ce domaine. Nous avons besoin de construire plutôt encore rebâtir les cerveaux en Afrique, parce que souvent on parle du pétrole en Afrique et du diamant et tout ce que nous avons. Moi, je pense que le vrai pétrole, ça sera le cerveau. Il faudrait qu'on travaille toujours en commun pour que les cerveaux puissent être attissés plus tôt, pour que les cerveaux soient aguerris pour avancer l'Afrique. Le livre, c'est bien. Passez à mettre en ligne vos recherches, vos livres, pour que vos livres soient lus par les étudiants qui vont sur le net, et aussi à sortir un jour peut-être un CD, c'est une proposition que je vous fais, le livre soit tout à fait de tout, parce que c'est vrai que je pense aussi à faire qui est plus facile à manier, à voyager avec, pour que tout le monde puisse avoir. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Dès le début, j'ai parlé d'accessibilité. Moi, je fais un livre, il faut qu'il soit accessible, il faut que les gens puissent le lire. D'accord? C'est pour ça. Dès les jours qui ont suivi ça, sur Amazon, la version électronique, on a des prix abordables, c'est pour la même. Mais ça fait partie pour moi des critères d'accessibilité. Tout le monde a droit à accès à un livre pédagogique. Pour le CD, ouais, peut-être que. Ouais. Merci.
Merci beaucoup. C'était très intéressant, pas mal de... moi, je veux juste apporter une petite intervention de ma part sur le sujet de votre livre que malheureusement j'ai pas encore lu, mais je vais le lire dès ce soir, je vous le promets. En tout cas, déjà rien que le titre, ça me donne déjà envie de le lire. Que le terme développement durable, je pense pour quelques-uns d'entre nous, en tout cas pour certains, ça a pu peut-être semer un peu de confusion sur ça. Les gens n'ont pas tellement, certains n'ont pas tellement bien compris le développement, la définition de ce développement durable. Moi, enfin, peut-être que je ne comprends pas non plus, hein, mais bon, je vais quand même me lancer dans ce que j'ai compris. Moi, je pense que le concept de développement durable, je pense que c'est un outil qu'on met à notre disposition, c'est-à-dire que monsieur a pris aujourd'hui de mettre en écrit pour que chacun de nous, en tout cas, puisse s'approprier pour faire justement du développement durable. Mais ce développement durable, la plupart d'entre nous aujourd'hui, moi je pense qu'on est déjà dedans, sans nous en rendre compte. Voilà. Parce qu'à travers nos actions qui sont tous engagés dans les, comment dirais-je, des projets associatifs et tout ça, la communauté, en tout cas la diaspora guinéenne, aujourd'hui, les associations œuvrent beaucoup dans ce aujourd'hui. Parce que quand on fait des projets de co-développement ici aujourd'hui, quand on va d'abord voir les, comment dirais-je, les habitants, les bénéficiaires, leur demander ce qu'eux ils veulent. C'est nous qui venons avec nos idées. On va peut-être avec le moyen matériel, financier, mais on va d'abord leur demander comment nous on peut faire, comment ils veulent qu'on fasse à ce qu'ils veulent. Ils ont déjà des projets en tête. Et donc, c'est à partir de là où on va accompagner ces projets-là pour leur réalisation. Pour moi, en tout cas, si j'ai compris, je pense déjà dans l'idée, en tout cas dans ce développement durable. Parce que des personnes qui vivent au quotidien, ils savent plus nous qui venons comme ça de passer ce que eux ils ont besoin et comment il faut le faire. En fait, c'est comme ça que je comprends cet outil de développement durable. Pour moi, en tout cas, c'est un outil, c'est un processus. Et on ne peut pas le faire au détriment des générations. Et juste, c'est pour ça que c'est important de penser d'abord aux communautés, aux besoins des communautés, pour partir de là, pour pouvoir justement faire ce développement durable. Voilà. Je vous remercie de votre vœu. Le club DLG a été honoré de vous recevoir pour, en tout cas, la publication de votre livre. Nous vous remercions de nous avoir comment dirais-je, pour publier ce livre. Et j'espère que les membres les personnes qui sont là ont été très intéressés. Mais pour pouvoir le développer encore plus, un livre qui n'est pas cher, à 10 €, c'est agréable pour tous. Et nous, en tout cas, vous revoir dans nos prochains années aussi, qui très bien nous vous ferons la publication. Et voilà, nous vous invitons à nous suivre. Et merci de suivre parce que c'est aussi parce que vous suivez, c'est pour là aujourd'hui qu'on continue encore d'exercer. Merci. Je passe le président à moi. Voilà. Je passe la parole au président Malik Kadra. Le président d'honneur. C'est plus facile. Hein? Voilà. Donc c'est simplement vous remercier et vraiment remercier notre invité, M. Sow, qui fait un travail pas facile, parce que le développement communautaire, donc ça peut se voir dans beaucoup de sens. Et nous avons aussi ici une diaspora qui a une structure fédérale qui travaille, et notamment avec les fêtes tournantes
nous apprenons à collaborer avec différentes communautés et ça permet de créer des liens et de renforcer le lien communautaire. Voilà. Donc, c'est un concept intéressant et je pense qu'on va le lire et qu'on va apprendre beaucoup de choses dedans. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, il y a un événement sur Ebola et un événement sur le livre. C'est fondamental, mais voilà, c'est beaucoup plus complexe. Et vraiment, merci beaucoup. Moi, très intéressant et pour les autres. Merci à tous. S'il vous plaît, un instant. Donc, un tout petit message. Nous tous qui sommes ici, on vient de communautés avant d'appartenir à la Grande Guinée. Et Dieu sait qu'il y a des défis, il y a des problèmes dans ces communautés-là. Moi, ce que je vous invite à faire, vous impliquer dans ces communautés. Et franchement, moi, j'aimerais bien rencontrer comme des organismes de ressortissants de villes ou de villages qui veulent faire quelque chose pour que je les aide à s'outiller pour avoir des résultats plus durables. Oui, ok. Merci beaucoup.